Les remparts de Saint-Malo constituent la mémoire de la cité corsaire, un univers mythique et fantasmé que la littérature et le cinéma ont fait connaître à travers des personnages légendaires comme Duguay-Trouin avec sa perruque sous Louis XIV, ou bien Surcouf, les cheveux courts au siècle suivant. L'histoire populaire mélangeant parfois la part de vérité entre le corsaire et le pirate. Saint-Malo résonne dans la mémoire populaire comme étant la capitale des corsaires. Pour vous mettre en appétit, les vitrines de la ville rappellent cet imaginaire à travers le portrait de personnages plus ou moins sympathiques qu'il valait mieux ne pas rencontrer sur sa route. Mais qui étaient ces individus qui attaquaient les navires ennemis et pourquoi? Monsieur Olivier de la Rivière nous parle des armes utilisées et du rôle de ces hommes qui étaient sous l'autorité des messieurs de Saint-Malo et qui armaient en marchandises ou en course suivant la conjoncture des temps. Alors là, monsieur de la Rivière, on a sous les yeux un sabre authentique que possédaient les corsaires de Saint-Malo. En fait, c'est un sabre d'origine. Ça s'appelle un sabre d'abordage. On appelait ça une cuillère à peau. C'est un sabre qui est relativement court, pas très lourd, et qui est un petit peu incurvé, et qui servait à monter sur le navire ennemi en période de guerre. C'est la guerre de course, on est corsaire du roi. Ça veut dire que sur les bateaux privés, on attaque les ennemis. Ennemi officiel, vous êtes français de la France, vous êtes corsaire du roi de France, vous avez le droit, si vous avez l'autorisation, lettre de marque, avec votre navire d'attaquer un ennemi. Et à ce moment-là, si vous êtes l'armateur, vous avez fourni votre équipage, le matériel pour aller au charbon, permettez-moi, hein, d'accord? Ça donne quoi? Des sabres d'abordage comme celui-ci, des haches pour pouvoir monter, des armes à feu courtes ou longues, et il s'agit d'aller obliger l'ennemi à amener son pavillon. Si le drapeau du roi d'Angleterre tombe, la bagarre s'arrête, il aura perdu. Si c'est le vôtre, roi de France, que votre navire arbore, vous travaillez pour le roi de France, vous perdez votre drapeau de votre roi, vous avez perdu, vous irez en prison. Les armateurs sont naturellement portés sur la guerre de course parce qu'en période de guerre, le commerce s'arrête. Il faut bien comprendre que c'est terminé. Et ils ont des navires. Et la deuxième chose, mais comme tout le monde, ils font de la politique, permettez-moi. Ça veut dire qu'en période de guerre, si vous travaillez pour le roi, vous comptez sur le fait que le roi, ou plutôt l'administration, aura un œil bienveillant, voire un peu plus, pour votre activité en période de paix. Eh bien, à l'époque, on faisait la guerre pour le roi, mais pas du bout des dents. Allons-y jusqu'au bout, vraiment, réellement. On prend des risques, la guerre c'est la guerre, et si on perd le bateau, et c'est pour vous, et vous allez en plus en prison. Par contre, la guerre s'arrête, les commerces étaient très florissants ici. Demandons-nous pourquoi. C'est bien, vous étiez corsaire du roi. Vous en capitaine. Feu. Tous les armateurs à Saint-Malo, ils étaient 130, il y a 300 ans, étaient tous, il n'y a pas d'exception, corsaires du roi, ils engageaient leurs navires privés pour le compte du roi de France. Ce sont souvent des frégates comme l'Étoile du Roi que nous découvrons sur ces images qui vont servir de navires d'attaque contre les trois mâts ennemis à la France. Un armement imposant et barbare servait à intimider les membres d'équipage afin qu'ils abandonnent le navire. Le coffre-fort était souvent la cible des corsaires. Il détenait des valeurs comme l'or, l'argent, les pierreries, mais aussi des cartes maritimes qui révélaient des passages secrets et sécurisés.
de fausses serrures empêchaient toute ouverture du coffre, tandis qu'un système de fixation indébloquable évitait toute extraction de la cale du bateau. En Manche, le côtre de Surcouf offrait par sa petite taille une manœuvrabilité supérieure aux frégates, favorisant ainsi des abordages plus rapides qu'un bateau imposant. La richesse de Saint-Malo repose sur les activités commerciales des messieurs de Saint-Malo entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ces armateurs, véritables seigneurs des mers qui appartenaient à l'aristocratie malouine, régnaient en maître et sans partage sur la pêche à la morue aux bandes Terre-Neuve, le commerce interlope, les grandes expéditions à la découverte et la guerre des courses avec les corsaires. Ces activités lucratives constituaient une véritable promotion pour ces hommes avides d'argent et de pouvoir. Monsieur Olivier de la Rivière nous parle de l'un des armateurs les plus célèbres de son temps, Magon de la Lande. Vous êtes ici, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel Magon de la Lande, 1725. C'est un hôtel particulier qui n'a pas souffert de la guerre, qui est ici depuis 300 ans. Magon de la Lande était armateur à Saint-Malo, sous Louis XV. Armateur, ça veut dire propriétaire de bateaux, et ce monsieur, avec ses bateaux, comme les autres, faisait des grands commerces à travers le monde. Il était corsaire du roi. On est chez lui, on est même dans ses bureaux là tout de suite. Voilà, et ces grands hôtels particuliers, il y en a encore beaucoup à Saint-Malo, même si la guerre est passée par là, bien évidemment. Ce sont des vraies maisons avec des vrais gens. Des hôtels de luxe ayant appartenu aux armateurs de Saint-Malo ont partiellement résisté aux outrages du temps, notamment aux bombardements américains d'août 1944. Des frégates, toujours à quai, sont là pour nous rappeler ces longues expéditions qui ont ramené vers la cité corsaire des marchandises prestigieuses. Ce sont des épices. C'est un coffre d'échantillons d'épices, puisque les navires revenaient du bout du monde, réellement du bout du monde, hein, ce n'est pas qu'une histoire pour les petits-enfants. Et ça revenait de Chine, d'Inde, d'Amérique du Sud, etc. Et les bateaux de ces armateurs rapportaient entre autres des épices, mais aussi du café, du cacao, mais aussi des tissus rares, mais aussi des lingots de métaux précieux. Là encore, c'est pas que dans les films, beaucoup plus d'argent que d'or d'ailleurs, et puis des porcelaines fantastiques, et puis de la soie en cocon, pas en tissu, et puis des papiers rares, et puis des choses comme ça. Réellement des trésors. Les bateaux valaient des fortunes à la revente de la marchandise. Hein, beaucoup plus cher que le bateau lui-même d'ailleurs. Mais il n'y avait pas que les armateurs malouins qui avaient ce genre de produits. Les malouins, il y a 300 ans, étaient en concurrence avec les Hollandais, qui sont des fantastiques marchands, mais aussi avec des Portugais et des Espagnols, qui sont de très très bons marins, avec qui on faisait des affaires aussi. Un bateau revenant de Chine, c'est 4 ans, 4 ans et demi. Le plus lent a mis 5 ans et 3 mois. Voilà. Mais quand il revient, dans ces cales, vous pouvez avoir jusqu'à 1200, 1300 tonnes de marchandises. 800 tonnes, c'est courant. Des marchandises qui ont des valeurs au poids d'un lingot d'or. Puisque quand vous avez une porcelaine de Chine fine, multicolore, un service, c'est 800 pièces. Voilà. Et donc tout ça, c'était ici. C'est un vrai trésor. Un vrai trésor qui était loin d'être acquis tant que le bateau n'était pas arrivé à bon port. De telles marchandises en retour des Indes, de la Chine ou de l'Amérique espagnole suscitaient une véritable convoitise de la part des navires ennemis qui bien souvent s'étaient fait rafler eux-mêmes leurs précieux magots. Mais les frégates de Saint-Malo passaient aussitôt, si l'on peut dire, en mode corsaire, pour ne pas dire pirate. Cette bonne guerre.
C'est la morue en provenance des bancs de Terre-Neuve qui va, dès le XVe siècle, constituer l'apport de trésorerie des messieurs de Saint-Malo qui ont établi leur commerce sur la vente de ce produit de pêche et servir bien évidemment de monnaie d'échange pour engager de longues et lointaines expéditions vers l'Inde, la Chine et l'Amérique espagnole. La pêche à Terre-Neuve existe depuis très longtemps. On pêche à Terre-Neuve, à Saint-Malo, à la grande pêche depuis le XVIe siècle. Et au XVIe, XVIIe et XVIIIe, la morue est séchée à Terre-Neuve, sur le rivage, dans ce qu'on appelait des pêcheries, et revenait sous forme de poissons séchés, mais sec, du carton. Et puis plus tard, donc c'est plutôt le XIXe et le XXe, on a la morue salée et était consommée par la France ou par les pays du Nord. Alors que le Portugal et l'Espagne et l'Italie consommaient la morue séchée. C'est une des bases de l'activité économique de Saint-Malo sur 450 ans. Quand on se promène sur les remparts et qu'on monte vers les vieilles rues intramuros, on peut se demander si, malgré les incendies et les bombardements, le Saint-Malo médiéval existe encore. Alors oui, heureusement. Août 1944 a vu les Américains libérer Saint-Malo, évidemment des Allemands, et la colonne de Patton qui a pris Brest ensuite, a tiré sur la ville et a rasé 59% des maisons. C'est beaucoup. Je suis intramuros en disant 59% des maisons. Et il reste quand même 41%. Sur ces 41% des maisons d'origine, il y en a encore la moitié, donc 20% du total, n'est-ce pas, abîmées. Donc aujourd'hui, il y a 21% des maisons d'origine qui n'ont absolument rien eu, ni restaurées, ni elles sont dans leur jus, dit-on. Plus 20% restaurées, et vous ne voyez pas la différence. Et 60% des maisons n'existant plus. Ça, c'est août 1944. En 1661, rien à voir, il y a un incendie qui a détruit 273 maisons. Et c'est bien le premier problème. Et derrière moi, il y a une maison à vitrine, à façade en bois, qui est d'avant 1661, avant la grande brûlerie. Et Saint-Malo était en bois, et il manquait plus que l'allumette, disait Vauban. Un armateur revenant ici, partiellement, reconnaîtrait certaines rues, 40% des maisons, dont certaines lui paraîtraient peut-être un peu bizarres, mais la réponse est oui, oui, bien sûr. Se promener dans les rues de Saint-Malo après 22 heures était strictement interdit depuis le XIIe siècle. À cela une raison sécuritaire, éviter les vols dans les bateaux échoués sur le flanc. Gare à ceux qui n'auraient pas respecté la consigne de ce couvre-feu. Chaque soir, à 22 heures, et depuis 1155, la cloche du couvre-feu sonne. Et depuis le XIIe siècle. À la fin de la cloche, si jamais vous étiez dans la rue, la milice, c'est-à-dire des forces armées communales, vous conduisez en prison. Puisque vous n'aviez pas le droit de violer le couvre-feu, vous étiez dans la rue. Et pourquoi? Bon, on ne sait pas qui vous êtes, hein, et peut-être voleur, peut-être vous avez un œil qui n'est pas forcément bon pour la ville, on va le dire comme ça. Et si vous étiez à l'extérieur de la ville, vous étiez mangé par des chiens. Puisque la ville, la commune, je veux dire, finançait une meute de chiens féroces au dernier degré pour protéger les bateaux. Puisque les bateaux, il n'y avait pas de port, c'est pas un port en eau pleine, et donc les bateaux étaient échoués. Échoués sur le ventre, échoués sur le flanc, puisque à marée basse, il n'y a pas d'eau. Et à ce moment-là, c'est du vol. Donc il y a les chiens qui vous expliquaient, avec des dents. C'est ce qu'on appelait la police à quatre pattes. Si les bombardements d'août 1944 ont fait des dégâts considérables sur le Saint-Malo de l'époque des grands armateurs, les Malouins l'ont tout de même échappé belle avec les assauts répétés des Anglais au XVIIe et XVIIIe siècle.
En effet, les fortins érigés par Vauban et Garangeau à partir de 1689 ont été sans aucun doute la parade à ces intrusions maritimes. En fait, la ville de Saint-Malo a été attaquée par nos chers amis les Anglais 11 fois. Ou plutôt, il y a 11 moments où ils ont tenté de prendre la ville. Et cette ville a été fortifiée par des forts en baie, en mer, qui sont plus que des petits fortins, puisqu'il y en a même un qui a une double enceinte de remparts, et qui servait à tirer sur les bateaux ennemis avant que les bateaux puissent eux-mêmes tirer sur la ville. Et ça a très bien fonctionné, puisque les Anglais ne sont jamais arrivés à prendre la ville de Saint-Malo. De toutes ces expéditions commerciales au bout du monde, le grand public retiendra seulement les faits d'armes des corsaires qui se côtoient dans l'imaginaire populaire avec les pirates dans ces aventures de Cap et d'épée de la mer.